conflit continue, plus le mouvement pacifiste, malgré tout, même dans le syndicalisme, commence aussi quand même à émerger, à se structurer, bon, etc. Hein. Il y a même d'ailleurs sur le front, par exemple, puisque une grande partie se passe quand même en France, hein. Il y a aussi tout l'affrontement avec, en Autriche, hein, avec les Italiens, la guerre entre les Autrichiens et les Italiens. Bon, mais sur le front français, il y a des mouvements de grève, il y a des mouvements de refus de monter en première ligne, parce qu'on sait que c'est une boucherie sans nom. Et il y a un mouvement de déserteurs, de frondeurs, avec un journal qui a d'ailleurs un très très beau titre, qui s'appelle La Vague, qui est diffusé à près de 20 000 exemplaires. Et là, il y a aussi une répression très très dure, puisqu'il y a les fusillés pour l'exemple. Hein. On aligne les gens, on compte 1, 2, 3, 4, 5, hop, sortez des rangs, 2, 3, 4, 5, hop, et hop, on fusille. Et on a vu que récemment, enfin, dans les 20, 10, 15 dernières années, il y a eu la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, hein, parmi les poilus, puisqu'on les appelait comme ça. Et dans cette phase, dans cette boucherie, bon, qui est aussi, bien sûr, je n'ai pas donné sa dimension internationale, hein, avec l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois, et puis les Russes. Et la Russie est alliée avec l'Angleterre et la France et l'Italie. Hein. Et il y a des mouvements extrêmement importants qui se passent en Russie, et c'est le début de la Révolution russe. 1917, dès février 17, il y a une première phase, une première séquence de révolution en Russie. Et c'est un événement extraordinaire. Là aussi, ça fait partie des éléments centraux qui cristallisent, qui sont des références qui réorganisent l'ensemble de l'activité de centaines de millions d'hommes. Hein, en pour ou en contre, etc., et qui servent et qui ont un impact, bien sûr, immédiat dans les histoires politiques, dans l'histoire des partis politiques, mais aussi, bien sûr, dans l'histoire du syndicalisme. Et donc, on connaît la suite, la Révolution d'octobre, avec la prise du pouvoir par les majoritaires de la social-démocratie russe, les bolcheviks, hein, puisqu'il y a des minoritaires qui s'appellent les mencheviks, et ils décident de fonder un parti communiste d'Union soviétique, une structuration de l'État sur la base des soviets, des conseils ouvriers, et ils veulent tout de suite arrêter les hostilités. Ils ont d'ailleurs, mais ça c'est pour l'anecdote, un débat tactique interne entre eux, parce que quand apparaît la jeune révolution russe, les révolutionnaires russes ne conçoivent leur révolution que comme un accro. Ils sont à la périphérie. Le centre, c'est l'Allemagne, toujours. Et ils pensent que leur révolution ne peut tenir que si la révolution se passe en Allemagne. Et c'est pas un sujet, ridicule. Il y a un mouvement très profond de refus de la guerre qui traverse l'armée allemande. Hein. Il y a une période révolutionnaire en Allemagne. Apparaissent aussi des conseils d'ouvriers et de marins et de soldats en Allemagne, en particulier à Berlin, mais aussi dans une ville comme Munich. Il y a Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht sont libérés, et on pense que la révolution allemande va réussir, mais il y a une répression terrible, et la caractéristique essentielle et extraordinaire de cette affaire, c'est que une partie de la social-démocratie allemande s'allie avec l'extrême droite pour écraser la jeune révolution allemande, qui s'est constituée en un jeune parti communiste, qui s'appelle les Spartacistes, en référence à Spartacus, la révolte des esclaves romains, hein, dirigée par Spartacus, qui a menacé directement Rome, hein, qui a failli aussi réussir. Et donc on assiste en 17, 18, 19 à un cycle de révolution, écrasé d'ailleurs par entre autres des groupes d'extrême droite qui serviront aussi là de matrice aussi aux nazis, hein, au nazisme, et sera assassiné Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg par la soldatesque d'extrême droite. Voilà. Donc la révolution allemande va refluer, et donc la référence partout, c'est la révolution d'octobre, la révolution russe, hein, qui a mis fin à la guerre tout de suite, ils arrêtent.
même si ça leur coûte des conquêtes territoriales allemandes extrêmement importantes, et le fait l'inversion du front, puisque ce qui est libéré du côté du front russe se reporte sur le front occidental. Et puis il y aura, avec cette effervescence extraordinaire dans l'armée allemande, une armistice qui sera demandée. Ça sera la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les pays, la social-démocratie va se fracturer, et ceux qui ont combattu la guerre, l'aile révolutionnaire, va créer, en référence à la Révolution d'octobre, des partis communistes. Hein. Et entre autres, à Tours, en France, en 1921, va se créer le jeune Parti communiste. Et ces éléments-là de fracture et de référence à l'attitude qu'il y a eu pendant la guerre va aussi fracturer la CGT. Hein. Il y aura une scission dans la CGT, et il y aura la création d'une CGT-U minoritaire, l'aile révolutionnaire, syndicalistes révolutionnaires, anarcho-syndicalistes, des membres aussi du Parti communiste. Il y a d'ailleurs une photo au congrès de Lille. Le congrès ne se termine pas parce qu'il y a une bagarre généralisée entre les réformistes tenant de la continuité de la CGT, de la référence au Parti socialiste, et puis les jeunes révolutionnaires qui se réfèrent à la Révolution d'octobre, au Parti communiste, et donc il y a la scission avec la CGTU. Donc qui est liée au Parti communiste, au jeune Parti communiste, qui est la section française d'une nouvelle internationale, la troisième internationale, puisque la deuxième internationale a fait faillite, qu'elle n'a pas été capable d'empêcher la Première Guerre mondiale. Dans la scission, ce qu'il faut bien voir, c'est que les révolutionnaires sont minoritaires. Hein. Et ceux qui, d'ailleurs, étaient dans l'aile pacifiste, tels Meraim, resteront dans la CGT. Et dans cette CGT, elle sera dirigée par qui? La CGT maintenue, en quelque sorte, hein, la CGT qui continue, c'est Léon Jouot, continue. Bon. Et on aura une CGT-U unitaire. D'ailleurs, quelquefois, quand il y a des scissions, on met le U. Hein. On met le U d'unitaire. Bon, bref. C'est aussi là peut-être un petit clin d'œil. Et avec des pratiques intéressantes. Par exemple, pour montrer, parce qu'on est obligé de parcourir le siècle à grandes enjambées, hein. Par exemple, en 1933, la CGTU organise une marche des chômeurs. Elle part d'une marche de la faim, une marche des chômeurs, si on passe d'indemnité, etc. Elle part du nord de la France, de Lille, et elle sera interdite d'ailleurs de pénétrer Paris. Et elle va aboutir, je crois, à Aubervilliers. Et elle sera dirigée par un syndicaliste de la CGTU important qui s'appelle Charles Tillon. Et Charles Tillon est un homme important, puisqu'après, on verra dans la résistance diriger les francs-tireurs et partisans, l'organisation de la résistance sous obédience communiste. Et il sera aussi ministre ou secrétaire d'État sous le gouvernement d'Union nationale de Gaulle, après-guerre. Il sera ministre de l'air, d'ailleurs. Et beaucoup plus tard, il sera exclu du Parti communiste pour dissidence. Voilà, donc ça, c'est un très très grand monsieur, ce Charles Tillon, qui dirige donc cette marche des chômeurs. Et on voit que, donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une période d'affrontement, une période révolutionnaire extrêmement importante et intense. Et elle ne se passe pas simplement qu'en Allemagne, que j'ai pointé. Elle se passe aussi dans d'autres pays. Par exemple, elle se passe en Italie, où à partir de 18, 19, 20, 17 même, il y a une vague de grève considérable dans le nord de l'Italie, qui est un nord industrialisé, hein, les zones de Turin, Milan, etc., et dans lequel, là aussi, il y a des discussions intenses dans la social-démocratie italienne, et se crée un jeune parti communiste italien, dirigé à l'époque par un homme qui s'appelle Amedeo Bordiga, mais aussi, il y a un jeune intellectuel, brillant, petit bonhomme, 1m50, un peu difforme, qui s'appelle Antonio Gramsci, et qui sera très rapidement, dans les années, il sera arrêté en 1927, et il va passer 10 ans de sa vie en prison. Il était très malade, et bien sûr les fascistes vont le laisser pourrir en prison, il va mourir. Donc là, il y a une vague de grève extrêmement puissante, et le capitalisme trouve une solution originale, une invention, pour maintenir sa domination par rapport à ces luttes extrêmement intenses, où peut, à certains moments, se poser la question du pouvoir, d'un pouvoir anticapitaliste, non capitaliste, et il invente une nouvelle forme qui s'appelle le fascisme. Et il y a la naissance des groupes de fascistes, qui attaquent d'ailleurs les piquets de grève, qui attaquent les sièges des organisations ouvrières, qui attaquent les syndicats, etc., qui fait d'ailleurs une longue marche, et le pouvoir, avec la monarchie, lui laisse
le pouvoir, lui donne le pouvoir pour réprimer et contenir la poussée révolutionnaire et écraser la classe ouvrière, et les opprimés, les paysans aussi qui étaient en lutte. Il y avait des luttes chez les paysans très très importantes, de telle façon qu'on maintient la domination, et c'est l'arrivée, donc tôt, 1923, de Mussolini. Là-dessus arrive aussi la crise de 1929, que j'ai aussi rapidement évoquée, qui est une crise très 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 importante. Par exemple, pour matérialiser les choses, en Allemagne, il y a une telle inflation que pour acheter un steak, il faut une valise de billets. Les billets n'ont plus la valeur numérique qu'inscrit, c'est quasiment au poids, avec des famines, des gens qui meurent de faim. Avec une situation allemande extrêmement dure. C'est là aussi probablement qu'il y a un épicentre de la lutte de classe avec un jeune parti communiste, le KPD, le parti communiste allemand, une social-démocratie allemande maintenue. Et il y a des choses importantes qui se passent à l'intérieur de la Troisième Internationale et à l'intérieur aussi de la République socialiste soviétique, qui est bien plus large que l'espace russe lui-même, puisque ça va très 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 loin, aux confins de la Chine, en Sibérie, etc. Il y a une lutte interne extrêmement puissante, et avec le fait qu'un personnage et une équipe autour de lui, Joseph Staline, prend la direction du Parti communiste russe, élimine toute l'aile révolutionnaire qui avait porté la révolution, élimine Trotsky, mais élimine les 3/4, les 9/10 du comité central et du bureau politique sont exécutés, dans les procès de Moscou, etc. La charnière, c'est les années 30. Et la Troisième Internationale ne devient pas une internationale simplement porteuse de la révolution mondiale, mais doit se construire et se structurer pour la défense de la patrie du socialisme, c'est-à-dire l'Union soviétique stalinisée. Voilà, ça c'est la référence. Et c'est dans les congrès internationaux que sont définis la ligne générale d'activité des partis communistes, qui servent aussi d'ailleurs à structurer les syndicats qui sont liés à eux, intimement. Et entre autres, on a une phase qui s'appelle la troisième phase de l'internationale, de la Troisième Internationale. On a un sectarisme outrancier qui aura des conséquences absolument dramatiques, puisque l'analyse qui est faite par la direction stalinisée du Comintern, ça s'appelle comme ça, la Troisième Internationale, c'est qu'il y a une poussée révolutionnaire impétueuse, et que le seul obstacle à la prise du pouvoir, c'est l'influence des réformistes sur les masses ouvrières. Donc l'obstacle numéro 1, c'est l'influence des sociodémocrates. Et ça donne une ligne classe contre classe, et en particulier de caractérisation de la social-démocratie comme des sociofascistes. Voilà. L'ennemi principal, c'est pas le fascisme montant, en particulier en Allemagne, qui est une affaire extrêmement sérieuse, c'est les sociodémocrates. Voilà. Et on assiste à des choses terribles, on assiste à des alliances même ponctuelles entre le Parti communiste allemand et les nazis pour, par exemple, aller attaquer des meetings de la social-démocratie allemande. Il y a aussi des opérations de la social-démocratie allemande aussi du même acabit. Et on voit bien que face à la menace, là aussi révolutionnaire, aux luttes extrêmement intenses qui se passent, à une situation tendue, par exemple, il y a l'occupation de la Sarre par les troupes françaises parce que les crédits de guerre ne sont pas payés à temps. Il y a donc ça bouge énormément en Allemagne. L'ascension des fascistes, et finalement, en mars 1933, le parti nazi remporte les élections, mais il remporte les élections avec 25, 30 et quelques pourcents, je crois. Et le commentaire, donc dans une forme électorale, le commentaire donné par Ernst Thallemann, qui sera exécuté plus tard en 1944 après avoir séjourné longuement dans les camps de concentration nazis, c'est le résultat des élections ne doit pas prêter à confusion. Il ne faut pas que l'arbre nazi cache la forêt social-démocrate. Il ne faut pas que l'arbre nazi cache la forêt social-démocrate. C'est dire le niveau d'illusion, une tactique d'alliance des forces de gauche pour combattre l'accession qui c'était encore faisable des nazis était possible. Réunir les syndicats et les forces ouvrières qui étaient puissantes.
Eh bien non, ça a été une tactique qui a mené à l'accession des fascistes et des nazis au pouvoir. Et bien évidemment, vous savez la suite, c'est l'écrasement de tout le mouvement syndical, le mouvement démocratique, les chrétiens oppositionnels, les sociodémocrates, les communistes, et ça va être les premiers à construire les camps de concentration, en particulier le camp pas très loin de Munich de Dachau, avec la barbarie nazie, et une situation où on sent très très bien qu'on va vers la guerre mondiale. Bon, il y a des textes très clairs qui analysent toute cette situation, cette politique absolument criminelle de division des forces ouvrières qui amène le nazisme au pouvoir. Avant cette explosion de guerre mondiale, il y a des affrontements significatifs. Par exemple, les Italiens vont conquérir de façon impérialiste, pour démontrer leur puissance, la Libye, mais aussi l'Éthiopie, où sera pour la première fois aussi utilisé les gaz asphyxiants, les bombardements massifs, etc. Il ne faut pas oublier non plus, bien sûr, cet événement colossal et considérable de ce qui se passe en Espagne, puisque la République espagnole, qui a été qui est le résultat d'un processus électoral, est attaquée par un putsch des militaires de l'armée espagnole, soulèvement au Maroc de la Légion dirigée par Franco, et affrontements militaires, guerre civile, soutenu par ailleurs par l'Italie, par l'Allemagne, qui là aussi sert de terrain expérimental avant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se rappeler les bombardements de Guernica, qui donnent ce chef-d'œuvre extraordinaire de Pablo Picasso. Et on voit bien que là, c'est un territoire expérimental, dans lequel, dans la situation espagnole, il y a aussi un mouvement, pas seulement le Parti communiste, qui est extrêmement faible. Le Parti communiste espagnol est un tout petit groupe au début de la guerre civile. Ce qui domine dans le mouvement syndical, c'est les anarchistes de la CNT, la Centrale nationale des travailleurs, et de la FAI, qui est la Fédération anarchiste ibérique. Il y a aussi un groupe d'extrême gauche, plus petit, mais qui est assez significatif, qui s'appelle le POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, trotskisant, disons, même si Trotsky a eu des attitudes assez sectaires à l'égard du POUM. Et dans la guerre civile, à l'intérieur de la guerre civile, il y a une guerre civile interne, où les services soviétiques appuyaient, enfin, il y avait liquide toute une série de leurs opposants. Et par exemple, le secrétaire général du Parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM, Andrés Nin, qui était un syndicaliste révolutionnaire, qui avait été dirigeant de la Troisième Internationale au début de la jeune révolution russe, dirigeant de l'Internationale syndicale rouge, parce qu'il y avait une aile aussi syndicale de la Troisième Internationale. Il sera assassiné par les services soviétiques. Et le POUM et toute sa direction sera emprisonnée. Ils seront sauvés d'ailleurs de justesse. Et il y a une guerre civile interne. Parce que, probablement, Joseph Staline ne pouvait pas accepter très certainement une autre révolution victorieuse, qui aurait servi de référence au monde entier, et qu'il fallait à tout prix juguler les processus révolutionnaires à l'intérieur d'un cadre bourgeois qui d'ailleurs limitait de façon extraordinaire la base sociale de l'affrontement contre les fascistes. Ça aussi, c'est très important. Franco va gagner, appuyé par les nazis, appuyé par Mussolini, et avec le fait que la France refusera d'intervenir, sur pression du gouvernement britannique. Ça, c'est aussi très très important. Et il y aura le mouvement des brigades internationales, puisque des centaines, des milliers de jeunes hommes et de femmes iront en Espagne pour soutenir l'armée républicaine, là aussi avec un rôle particulier des partis communistes, mais avec aussi toujours une parcimonie dans la qualité des armes fournies à l'armée républicaine, de telle façon qu'il ne soit pas victorieux, maîtrisé par l'appareil stalinien. La situation est quasiment similaire aussi en France. En 1934, il y a des émeutes, février 1934, à Paris. Les organisations d'anciens combattants et les organisations fascisantes veulent monter à l'assaut de l'Assemblée nationale, parce que c'est la gueuse, c'est la République, ils sont anti-républicains. Et il y a des affrontements extrêmement durs sur la place de la Concorde, où il y a plusieurs morts. D'ailleurs, il y a une manif de contre-attaque ou d'expression du mouvement ouvrier 3 jours après, où il y a plusieurs morts, en particulier militants de la CGT et du Parti communiste.
hein, on oublie souvent ça. Et il y a une réflexion qui naît à l'intérieur de la Troisième Internationale, et où est initiée, face à cette montée du fascisme, cette victoire des fascistes, une politique de front populaire, qui se traduit aussi en France, bon, par une alliance, cette fois-ci, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, dirigé par Léon Blum, Parti communiste dirigé par Maurice Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon, etc., et le Parti socialiste, donc dirigé par Léon Blum. Il y a d'ailleurs, ça se matérialise au départ par une manifestation à Nation, sur le cours de Vincennes, où on pensait qu'il y allait y avoir des affrontements entre les deux cortèges qui se rencontrent, et au contraire, c'est le cri d'unité, qui surgit de la foule, des militants et des militantes syndicalistes, et ouvriers, des partis, et on cède sur le pavé, on scelle sur le pavé le Front populaire. Alors, la caractéristique, c'est que ce n'est pas simplement une alliance entre partis de gauche, il y a aussi le parti radical, dont j'ai parlé un peu là tout à l'heure, dans les histoires des idées, et la perdurance longue des structures, quelquefois en dehors de l'histoire et des bases sociales qui les ont fait naître. Donc il y a ce Front populaire, une victoire électorale, une vague de grève, d'occupation extrêmement puissante, et avec des acquis remarquables d'augmentation salariale, de congés payés, de reconnaissance des délégués ouvriers, de reconnaissance aussi de l'existence donc du syndicalisme dans les boîtes, et les patrons, devant cette vague de grève, sont obligés de faire ces concessions. Et là, une nouvelle fois, on voit que c'est les grands événements internationaux qui matérialisent les rythmes propres du syndicalisme français, hein, puisque y a la fusion de la CGT et de la CGTU. Ils se réunifient, et on ne constitue plus qu'une seule CGT. D'ailleurs, cette vague de grève entraîne des centaines de milliers d'adhérents, hein. Il y a une vague il y a une puissance d'adhésion au syndicalisme qui montre ses capacités, et aussi sa capacité aussi à transformer le quotidien des gens, tout simplement, hein. Et on s'aperçoit, là encore, que c'est la situation internationale qui va amener des modifications dans le paysage syndical français. Il y a un événement absolument étonnant pour l'époque, surprenant, comment dire, désopilant, je ne sais pas comment, renversant, c'est l'alliance entre l'Union soviétique de Joseph Staline et l'Allemagne nazie, et il y a en 1939 la signature du pacte germano-soviétique. Ribbentrop von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères nazi, se rend à Moscou et signe avec Molotov, le ministre des Affaires étrangères, un pacte de non-agression. Un pacte d'ailleurs dont il y a des clauses secrètes, puisqu'il y a aussi le partage de la Pologne. Il y a un bout qui est pris par les nazis, un autre bout qui est pris par les soviétiques. C'est un coup de tonnerre extraordinaire. Ils prennent d'ailleurs une crise extrêmement importante dans les partis communistes, hein. Il y a des députés qui quittent, hein, qui n'acceptent pas ça. Et il y a une scission dans la CGT. Le Parti communiste, le Parti communiste est interdit. Les députés sont emprisonnés. Certains en France, d'autres sont déportés, sont emprisonnés à Alger. Et donc il y a exclusion des communistes de la CGT. On connaît aussi la suite, l'explosion, l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, hein, bon, qui est là aussi un événement absolument tellurique. C'est la Deuxième Guerre mondiale, ce qui modifiera très très largement aussi le paysage, en tous les cas pour ce qui concerne le mouvement ouvrier, c'est le fait qu'en 1941, en juin 1941, il y aura rupture du pacte germano-soviétique et que les nazis attaqueront l'Union soviétique. Et donc là, les ailes communistes prendront, la résistance communiste prendra un élan beaucoup plus important, même s'il y avait eu quelques petits noyaux qui avaient commencé à se constituer, en particulier sous l'égide de gens comme Charles Tillon, qui dirigeait une petite organisation qui s'appelait l'Organisation spéciale, et qui était là aussi les prémices de la résistance communiste. La constitution en 1943 du Conseil national de la résistance, qui réunit toutes les forces démocratiques et du mouvement ouvrier qui participent à cette résistance, en tous les cas la résistance officielle. Et là-dedans, il y a effectivement la CGT et aussi la CFTC. En 1919 se crée la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens,
à partir d'une bulle papale, je crois qu'il s'appelle Rerum Novarum, qui reste d'ailleurs, va rester longtemps dans les statuts de la CFDT. C'était en gros construire une aile ouvrière chrétienne pour faire pièce à l'influence des socialistes, hein, des athées, des mécréants dans le mouvement ouvrier. Hein. Bon, voilà. Cette CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, donc elle est représentée dans le Conseil national de la résistance, ainsi que la CGT en tant que telle, puisque pendant la résistance, en 1943, dans une petite ville là aussi de la banlieue parisienne, au Perreux, il y a un petit pavillon, d'ailleurs c'est curieux et c'est intéressant de le voir, puisque c'est une rue qui est... C'est une sente, c'est une venelle. On ne peut pas passer en voiture. Et on comprend bien qu'il y avait des raisons de sécurité, probablement avec des systèmes d'alerte, pour qu'il y ait ce congrès de réunification de la CGT, qui avait été fracturé en 1939, hein, sous l'impact du pacte germano-soviétique. Et là, il y a fusion de la CGT, avec nouveau des responsabilités de Léon Jouot, mais aussi de l'aile communiste, parce que pendant la résistance, on verra que à la sortie de la libération, de l'insurrection parisienne, etc., la CGT, qui là aussi grandira en force, dans ses rapports de force internes, verra l'aile communiste être largement dominante, hein, du fait de l'influence et de l'impact de la résistance communiste dans la résistance française, hein, puisqu'on sait qu'il y avait une aile, il y avait les FFI fusionnés, il y avait les gaullistes, mais il y avait les francs-tireurs et partisans communistes dirigés par, entre autres, Charles Tillon, qui ont un rôle extrêmement important, avec toute une série de maquis, et puis un rôle très important dans la insurrection parisienne, en particulier avec la direction des FTP, l'insurrection avec des gens comme le colonel Fabien, etc. Voilà. Donc, on est dans cette situation. On peut dire aussi que ce qui est important de voir, c'est que à la libération, il pouvait y avoir une situation de double pouvoir. Hein. Les comités de libération, sous large influence communiste, avec les milices ouvrières, les FTP, et là, il y a eu une guerre aussi, enfin une guerre, un affrontement interne extrêmement fort avec la résistance gaulliste, qui a voulu à tout prix reprendre en main l'État, hein, qui soit pas et un État classique, hein, avec les préfets. Hein, et bien sûr une lutte entre le gaullisme et aussi l'influence de Roosevelt, hein, de la direction américaine, du gouvernement américain, hein, qui avait même prévu, vous savez, des billets de banque pour faire une économie sous domination américaine. Donc De Gaulle a défendu les intérêts de la bourgeoisie française avec intelligence et habileté, et ils ont constitué, issu du Conseil national de la résistance, un gouvernement national dans lequel le Parti communiste a intégré. La condition, ça a été la dissolution des milices patriotiques, hein, pour pas qu'il y ait de double pouvoir. On a réintégré d'ailleurs Maurice Thorez, qui avait déserté, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale en Union soviétique. Il est devenu ministre, il y avait des ministres communistes. Ambroise Croizat, Charles Tillon, dont j'ai parlé, Maurice Thorez, un gouvernement donc d'union nationale. De telle façon d'ailleurs que quand il y a eu des grèves, Maurice Thorez a expliqué que la grève c'était l'arme des trusts, qu'il fallait non pas faire grève mais reconstruire le pays. Hein. En particulier, il a expliqué ça aux mineurs. Je suppose que ça a suscité beaucoup de grincements de dents, mais c'est comme ça. Et et avec des conséquences aussi très importantes sur le terrain des colonies, puisqu'il y a eu une insurrection à Sétif en particulier, hein, qui a été écrasée dans le sang, et c'est le gouvernement d'Union nationale qui a écrasé l'insurrection de Sétif, qui étaient déjà les prémices de ce qu'on allait connaître comme les événements d'Algérie, enfin la guerre d'Algérie, et avec le mouvement indépendantiste algérien, déjà. Hein, bon. Et le secrétaire d'État, c'était Charles Tillon, hein, quand même. Il faut se rappeler de tout cela. Voilà. Donc, dans cette situation-là, très très rapidement, il y a eu des tensions internationales entre l'Union soviétique, hein, qu'il faut rappeler quand même, il y a eu une vingtaine de millions de morts. Hein. On fête le débarquement, bien sûr, hein, par rapport à l'importance du 6 juin 1944, mais de l'autre côté,
hein, l'armée rouge et les forces soviétiques ont payé un prix extraordinaire, hein, bon, puisque les nazis sont arrivés aux portes de Moscou et de Leningrad, hein, et il a fallu le renversement à Stalingrad, et puis après, toutes les années de guerre pour que l'armée rouge rentre dans Berlin. Hein. C'est pas simplement les Américains et les Anglais et les forces de la résistance française qui étaient associées qui ont libéré l'Europe. Non, il faut bien voir ça. Mais là, il y a eu tout de suite des tensions internationales. D'ailleurs, y compris en Allemagne, un certain nombre de nazis ont passé entre les gouttes, hein, des opérations de justice dans lesquelles ils étaient redevables pour tout ce qu'ils avaient commis, parce qu'on a tout de suite reconstruit un appareil avec leur qualité de policiers face à la menace grandissante de l'Union soviétique. Hein, et on s'est aperçu qu'on rentrait dans une phase qui était une phase de guerre froide, donc d'affrontements très durs. L'année 47 a été une année terrible, avec des grèves très 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 importantes. Par exemple, il y a des affrontements très importants à Marseille, où des compagnies de CRS se sont retournées et ont rejoint les grévistes. Hein, c'est donné des éléments d'affrontement. Et ça a été le début de la guerre froide. Les Américains ont investi très très largement pour la reconstruction de l'Europe, en particulier de l'Allemagne, avec le plan Marshall. Et il y a eu des affrontements forts à l'intérieur de la CGT, une tendance pro-américaine, pro-démocratie, pro-gaullisme, etc., est née, qui s'appelle Force ouvrière. Et il y a eu une scission, appuyée en grande partie aussi par les syndicats américains, de l'AFL-CIO, les deux grandes organisations fusionnées du syndicalisme américain, notamment avec un personnage très important qui s'appelle Irwin Brown, qui a circulé en France pour soutenir largement la tendance Force ouvrière. Et en 1947, il y a une scission à l'intérieur de la CGT, et s'est créée la CGT, trait d'union, Force ouvrière. Alors, le grand dirigeant de Force ouvrière, c'est pas celui qu'on connaît pendant les années 60, etc., André Bergeron, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Bottereau. C'est Bottereau qui est le leader le plus important. Et il y a un phénomène un peu étonnant, c'est qu'à l'intérieur de l'aile enseignante de la CGT, puisque c'était le syndicat unique, il y avait un secteur enseignant de la CGT, bien sûr, il y a le refus de la scission. Et les enseignants de la CGT, quelle que soit leur obédience politique, hein, puisque, en gros, le Parti socialiste choisissait aussi Force ouvrière, hein, en très grande partie. Hein. Bon, quelquefois, même des anarchistes, par anti-stalinisme, sont aussi choisis Force ouvrière, ce qui explique, par exemple, l'influence de quelqu'un comme Lecoing. Hein. Voilà. Mais dans cette situation-là, les enseignants refusent la scission. Ils se disent, bon, qu'on soit socialiste, qu'on soit d'extrême gauche ou qu'on soit communiste, mais surtout, c'est ça les références les plus importantes, on va attendre la réunification. Et dans les faits, c'était pas idiot, puisque on avait connu une scission en 21, on a connu une fusion en 34-36, une scission à nouveau en 39 et une refusion en 43. Donc, il était tout à fait une fusion en 43 et à nouveau une scission en 47. On pouvait penser que bon an, mal an, avec d'autres grands événements de référence internationale, on allait pouvoir à nouveau se retrouver dans le même syndicat. Donc, ils ont créé la Fédération de l'éducation nationale, la FEN, et pour pouvoir cohabiter entre différentes sensibilités politiques, politico-syndicales, syndicalo-politiques, mais plus politico-syndicales que syndicalo-politiques, ils ont reconnu des tendances, des courants de pensée qui avaient le droit de s'organiser. Et donc c'est comme ça que dans la FEN, il y avait un courant social-démocrate qui s'appelait Unité, Indépendance et Démocratie, il y avait un courant d'obédience communiste qui s'appelait Unité et Action, il y avait un courant d'obédience trotskisante et anarchiste, enfin syndicaliste révolutionnaire, l'école émancipée, voilà, et pour pouvoir survivre, vivre ensemble, enfin vivre tant bien que mal ensemble, mais permettre la cohabitation dans l'attente d'une nouvelle unification. Bon, et ce qui explique que le paysage à cette sortie-là va être constitué des 4 grandes organisations confédérées qu'on connaît, hein, bon, avec une création qui est issue du mouvement de reconstruction, de poussée du capitalisme d'extension que d'aucuns appelleront les 30 glorieuses, bon, mais même si d'autres les appellent les 30 piteuses, mais ça c'est encore autre chose. Bon, en tous les cas, il y a un mouvement d'extension, d'expansion capitaliste important, bon, qui fait surgir
des couches moyennes d'ingénieurs, de techniciens et cadres, et c'est là que sera créée la Confédération Générale des Cadres. Donc on a, en 1947, la situation, une situation un peu figée, CGT, obédience communiste, secrétaire général Benoît Frachon, qui par ailleurs aussi, j'ai oublié de le dire, a été un des dirigeants du Parti communiste, du triangle de direction du Parti communiste, avec Duclos, hein, Jacques Duclos. Benoît Frachon était à la tête de la résistance communiste dans son ensemble. Donc la CGT, Frachon, la CGT FO, la CFTC avec Tessier, il s'appelait Gaston Tessier, et la CGC, nouvelle organisation créée des cadres. Voilà la situation en 1947.